acteurs du PCV participent à une conférence de la Commission policière centrale pour dresser le bilan de l'année 2023 et définir les orientations pour l'année prochaine. Malgré la situation économique difficile, l'activité des entreprises s'est fortement redressée, avec 200 000 nouvelles entreprises créées. Découvrons en fin d'édition une pièce de théâtre peu ordinaire qui combine harmonieusement le caïdo traditionnel et l'opéra occidental. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. La Commission centrale de la sécurité publique du Parti communiste du Vietnam a organisé le 20 décembre à Hanoï une conférence pour évaluer les résultats de la réalisation des tâches politiques en 2023 et définir les orientations et les tâches pour 2024. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, membre du bureau politique, membre de la permanence de la Commission centrale de sécurité publique, Nguyễn Phú Trọng, y a participé et prononcé un discours. Le président Võ Văn Thưởng et le premier ministre Phạm Minh Chính y ont également participé. Les dirigeants ont tous apprécié les efforts et les résultats obtenus par la Commission centrale de sécurité publique et le ministère de la Sécurité publique en 2023. Le secrétaire général du PCV a demandé la poursuite de la mise en œuvre synchrone et efficace des politiques et mesures visant à garantir la sécurité nationale et la souveraineté territoriale, ainsi que les efforts pour mettre en œuvre des solutions anti-criminalité ou assurer une vie paisible et heureuse au peuple. Ce mercredi matin à Hanoï, le président de la République, Võ Văn Thưởng, a présidé une conférence nationale visant à faire le bilan des 5 années de mise en œuvre de la résolution 35 du comité central du Parti communiste vietnamien sur l'intensification de la défense des bases idéologiques du parti et la lutte contre les arguments erronés et hostiles dans la nouvelle conjoncture. Dans son discours lors de la conférence, le chef de l'État a souligné que 5 ans après la mise en œuvre de cette résolution, la prise de conscience des membres du parti sur l'importance de ce travail s'est nettement améliorée. Il a également noté que la communication a connu de nombreuses innovations en termes de contenu, de forme et de méthode d'expression pour diffuser rapidement les politiques du parti et de l'État, ainsi que les réalisations du pays dans tous les domaines. Ces résultats ont contribué à maintenir la stabilité politique, la sécurité et l'ordre social, tout en consolidant la confiance de la population. Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a présidé ce matin une séance de travail avec les agences de l'Assemblée nationale et du gouvernement pour discuter de plusieurs questions liées à la réception et à la révision du projet de loi sur les établissements de crédit. Le plus haut législateur a souligné qu'au cours de la 6e session, le projet de loi modifié sur les établissements de crédit a été discuté en profondeur et que de nombreux avis ont été apportés. Différents aspects ont été soigneusement étudiés et des décisions ont été prises. Il a demandé aux agences compétentes, en particulier le Comité économique et la Banque d'État, de poursuivre une coordination étroite pour revoir chaque clause. Cela implique de ralentir la nécessité de restructurer le système bancaire et les établissements de crédit, d'adhérer aux principes du marché et à l'orientation socialiste et d'assurer la cohérence et la comptabilité avec le système juridique. L'aéroport international de Long Thanh est en cours de construction dans la commune de Binh Sơn, district de Long Thanh. Il est prévu que d'ici 2030, l'ensemble du projet sera terminé et qu'il sera capable d'accueillir 100 millions de passagers et de traiter 5 millions de tonnes de marchandises par an. Grâce à ces avantages, la province de Đồng Nai se concentre sur la construction du district de Long Thanh en ville aéroportuaire. Selon de nombreux experts, cela contribuera considérablement au développement économique local. Tout de suite, les détails. Selon le plan, le district de Long Thanh est en train d'être développé en tant que ville aéroportuaire.
Cette zone comprendra des centres industriels, des installations médicales, des restaurants, des hôtels, des zones urbaines intelligentes, des zones de divertissement et un système de circulation efficace autour de l'aéroport de Long Thành. L'objectif est d'exploiter pleinement le potentiel de l'aéroport. Notre objectif est d'attirer les investissements tout en accueillant 100 millions de visiteurs par an. De plus, c'est également une opportunité pour les services économiques liés à cet aéroport de se développer de manière stable. Le district de Long Thành couvre une superficie de plus de 43 000 hectares. Cette zone présente des conditions favorables au développement du commerce, de l'industrie, du tourisme et des services urbains. De plus, elle constitue un pôle d'attraction pour les investisseurs grâce à son accessibilité au transport maritime, fluvial, aérien, ferroviaire et routier. Dans la ville aéroportuaire, les investissements ne sont pas concentrés sur l'aviation, mais sur d'autres secteurs économiques liés à l'aéroport. Les investissements dans cette zone sont plus efficaces que dans d'autres zones, c'est pourquoi de nombreux investisseurs souhaitent investir ici. Lorsque ces projets sont mis en œuvre, ils créent un impact positif sur le développement économique de toute la région. Parce que les frontières administratives sont créées à des fins de gestion de l'État. Elles n'affectent pas le fonctionnement de la société et les activités économiques. Lorsque l'aéroport de Long Thành sera opérationnel, il devrait devenir le plus grand aéroport du Vietnam et la principale porte de transit du Sud. Long Thành sera également la première ville aéroportuaire du Vietnam où se dérouleront de nombreuses activités de développement économique. Malgré la situation économique difficile, l'activité des entreprises s'est fortement redressée vers la fin de l'année. Au cours des 11 derniers mois, plus de 200 000 nouvelles entreprises ont été créées et réintégrées sur le marché. Ce résultat est dû aux politiques du gouvernement visant à ouvrir les sources de capitaux aux entreprises et surtout dans les groupes de services et manufacturiers. Tout de suite, état de lieu. Le commerce de gros et de détail est l'un des secteurs ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles entreprises au cours des 11 derniers mois. Nous avons ouvert 3 nouveaux magasins au 4e trimestre. Nous continuerons à agrandir et à développer davantage de magasins. En 2023, le capital constitue la plus grande difficulté pour les entreprises. Au cours des 11 premiers mois de 2023, le capital social a atteint 1,36 million de milliards de dong, soit une baisse de près de 8% par rapport à 2022. Cependant, vers la fin de l'année, le nombre d'entreprises entrant sur le marché a fortement augmenté. Ces nouvelles entreprises sont prêtes à investir des capitaux pour leurs activités commerciales. Au cours des 11 derniers mois, plus de 14 000 entreprises ont été créées, soit une hausse de 20% par rapport à la même période en 2022. Le capital a également augmenté de 47% au cours de la même période. Le capital moyen d'une entreprise nouvellement enregistrée en novembre a atteint près de 11 milliards de dong, soit le niveau le plus élevé depuis le début de l'année. Le gouvernement et les ministères sont déterminés à créer les conditions favorables pour les entreprises. Certaines industries ont bénéficié de prêts bancaires à taux d'intérêt préférentiels et de nombreux coûts ont été reportés ou même supprimés. La croissance impressionnante du nombre d'entreprises entrant sur le marché devrait créer davantage d'opportunités d'emploi. Rien qu'en novembre, le nombre d'employés enregistrés dans les entreprises nouvellement créées a augmenté de plus de 7% par rapport à la même période de l'année dernière. On prévoit que l'année prochaine, le monde connaîtra une pénurie de 5 millions de tonnes de riz. Pendant ce temps, l'Inde devrait continuer d'imposer des restrictions à l'exportation de riz. Cette situation constitue une opportunité pour le secteur du riz vietnamien. De plus, des pays comme l'Indonésie et les Philippines, qui importent traditionnellement du riz vietnamien, connaissent une demande croissante. Le département de la qualité, de la transformation et du développement du marché prévoit que la production mondiale de riz pourrait atteindre un niveau record de près de 520 millions de tonnes l'année prochaine, correspondant au niveau de consommation. Cependant, alors que les stocks mondiaux de riz diminuent pour atteindre un peu plus de 160 millions de tonnes, cela représente une opportunité significative pour l'industrie rizicole vietnamienne.
Ces dernières années, les provinces du centre du pays ont encouragé le développement durable de l'économie forestière. Parmi elles, la province de Quảng Nam possède la deuxième plus grande superficie de forêt naturelle de la région centrale. Les habitants locaux bénéficient de conditions favorables pour cultiver des herbes médicinales sous le couvert forestier et améliorer ainsi leurs revenus. Les résultats sont très palpables. Les forêts vierges des districts de Đông Giang, Tây Giang et Nam Giang de la province de Quảng Nam ont été confiées à la communauté pour être protégées. Chaque jour, des groupes de ménages patrouillent à tour de rôle selon des plans et des zones forestières déterminées. De nombreux groupes de ménages de l'ethnie Ketu de la commune de Behale ont été chargés de protéger près de 1000 hectares de la zone de conservation de Saula. Il s'agit d'une excellente source de revenus pour aider les gens à accroître leur production. Le financement de la protection des forêts est passé de 400 000 à 600 000 dong. Nous recevons de l'argent chaque mois. Quảng Nam possède plus d'un demi-million d'hectares de forêts naturelles, soit une couverture de 60%. En 2021, le Premier ministre a accepté de permettre à cette province de mettre en place un projet pilote de vente de crédits de carbone forestier. Grâce aux transactions sur le marché mondial, Quảng Nam peut chaque année gagner 200 milliards de dong grâce aux forêts. Les avantages de la vente de crédits carbone sont très clairs. La vie des gens est améliorée grâce à la culture du ginseng et des herbes médicinales et à l'exploitation de l'écotourisme. Cela aide les propriétaires forestiers à être proactifs dans leur cycle financier pour réinvestir dans le boisement. Grâce à un bon travail de protection des forêts, les revenus des services environnementaux forestiers ont augmenté. Cette province gagne 200 milliards de dong par an. Il s'agit d'une énorme source de financement pour payer 100 groupes de protection de forêts et plus de 1000 agents spécialisés. Selon les dirigeants de Quảng Nam, si les barrières juridiques sont supprimées, les sources de revenus issues des forêts se développeront davantage. Je pense que le Vietnam a besoin de mécanismes politiques plus clairs pour permettre à la population de stabiliser ses moyens de subsistance, de maintenir et de développer l'économie forestière de manière durable. Grâce aux ressources forestières de 9 districts montagneux, la province de Quảng Nam a l'avantage de cultiver des herbes médicinales sous le couvert forestier, dont le ginseng ngọc linh. Issu de la politique de soutien au développement économique forestier, le ginseng ngọc linh a été acclimaté dans cette commune du district de Nam Trà My. Bénéficiant de l'avantage des forêts et des terres forestières, Quảng Nam envisage de devenir le centre médical du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Hoa Binh a une forte proportion de minorités ethniques. Ces dernières représentent plus de 74% de sa population, principalement des groupes ethniques Mường, Thái, Tây, Dao et Mông. Ces dernières années, grâce au soutien des autorités locales, les femmes des minorités ethniques de cette province ont participé au développement économique, améliorant ainsi leur niveau de vie des zones montagneuses et contribuant au développement socio-économique local. La famille de Madame Phig reçoit souvent la visite de l'Union des femmes de la commune de Định Cư. Son modèle économique combinant riziculture et élevage est considéré comme un modèle pilote de la région. Avec le soutien de sa famille, elle a emprunté un capital initial de plus de 30 millions de dong pour développer son affaire. Actuellement, l'affaire de ma famille est très développée. Nous sommes soutenus par l'Association des femmes pour des prêts préférentiels de banques politiques ou de banques agricoles. Grâce à cela, nous avons du capital pour faire des affaires.
Dans le plan de développement économique des minorités ethniques et des zones montagneuses, la province de Hòa Bình accorde une attention particulière au modèle coopératif. Il s'agit d'une forme appropriée pour aider les gens à passer d'une production à petite échelle à une association pour valoriser les produits locaux. Depuis 2018, la famille de Madame Lan participe à une coopérative de culture d'orange propre selon les normes Vietgap. Depuis que j'ai rejoint la coopérative, l'économie de ma famille s'est considérablement améliorée. Nous aidons également d'autres ménages issus de minorités ethniques à bénéficier de meilleures conditions économiques et à ne pas avoir à travailler loin. Notre coopérative n'est toujours pas solide financièrement, mais nous visons à être un modèle de développement communautaire. Les travailleurs ici sont principalement issus de minorités ethniques et sont majoritairement des femmes. Au cours de la période 2021-2025, la province de Hòa Bình a également chargé l'Union provinciale des femmes pour présider la mise en œuvre du projet Mettre en œuvre l'égalité des sexes et résoudre les problèmes urgents pour les femmes et les enfants. Nous nous concentrerons sur le soutien à l'entrepreneuriat féminin et sur l'autonomisation économique des femmes. Nous diffusons aussi la loi sur l'égalité des sexes, sur la prévention et le contrôle de la violence domestique, afin de protéger les droits des enfants et des femmes vulnérables. Ces personnes doivent participer aux activités sociales et au développement économique local. Grâce aux politiques opportunes du parti et de l'État, les femmes des minorités ethniques à Hòa Bình ont changé, devenant de bons exemples d'affaires et de production, contribuant ainsi à améliorer la position des femmes des minorités ethniques. La cuisine vietnamienne continue de briller à l'échelle internationale, ayant obtenu la 22e place sur la liste des 100 meilleures cuisines du monde, avec une note moyenne de 4,44 sur 5, selon le vote des lecteurs du magazine gastronomique Taste Atlas. En conséquence, les aliments les mieux notés au Vietnam comprennent le pho, le bánh hỏi, la sauce de poisson de Phu Quoc, le fruit du dragon de Phan Thiết et bien plus encore. Parallèlement, dans la catégorie des 100 meilleurs plats au monde, deux plats typiques vietnamiens, dont le bánh mì et le pho, ont également été nommés, classés respectivement 14e et 100e. Les localités proposant une cuisine diversifiée et attrayante sont apparues dans la catégorie meilleures villes et régions gastronomiques, Song Huế et Ho Chi Minh Ville. Pendant les vacances de Noël et du Nouvel An 2024, l'île de Phu Quoc a introduit de nouveaux produits touristiques pour améliorer l'expérience des visiteurs. En plus du soleil, de la mer et des lieux de divertissement déjà populaires, les touristes peuvent désormais profiter d'une forêt enneigée sur cette île tropicale, ce qui semble impossible. Plus de détails dans le reportage qui suit. Se promener dans la forêt enneigée qui rappelle l'Europe, profiter de la beauté de paysages pittoresques et profiter de concerts de musique. Telle est l'expérience d'un nouveau site touristique appelé Ice Jungle, qui a récemment ouvert ses portes sur l'île de Phu Quoc. Le budget d'investissement total pour ce projet s'élève à 12 millions de dollars. Quand je visite ce site, j'ai l'impression de ne plus être à Phu Quoc. Je ne peux pas imaginer trouver un si bel espace ici. C'est très intéressant et étonnant. Il y a même des chutes de neige ici. En 2023, l'île de Phu Quoc a été une nouvelle fois honorée par un magasin de voyage américain comme l'une des îles les plus belles du monde. L'île est réputée par sa beauté naturelle, notamment ses côtes époustouflantes et ses paysages en cœur vierge. Ces dernières années, les autorités locales et les entreprises ont développé des services intéressants pour attirer les touristes. Nous utilisons de vrais flocons de neige pour créer une expérience interactive pour les spectateurs. Cette œuvre d'art numérique fusionne la technologie et la narration. Les personnages de l'histoire conviennent à tous les âges et plaisent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Notre objectif est de moderniser le tourisme à Phu Quoc et s'orienter vers le développement durable de ce secteur économique clé. Phu Quoc n'est pas seulement une destination à ne pas manquer, mais aussi une raison de visite pour les touristes.
Outre les touristes, Phu Quoc est récemment devenu un pôle d'attraction pour un grand nombre de personnels de grande qualité qui choisissent de vivre et de travailler dans de nouvelles zones urbaines. L'introduction de nouveaux projets expérientiels apporte non seulement de la vitalité à ces zones urbaines, mais contribue également à créer davantage d'opportunités d'emploi pour la population locale. Le cải lương traditionnel du Vietnam et l'opéra occidental semblent être deux formes d'art complètement différentes. Récemment, un metteur en scène français d'origine vietnamienne a eu l'idée de les combiner dans une production qui défie les attentes. Le public a été invité à explorer un univers où l'élégance de l'opéra classique s'harmonise avec les mélodies et la narration émouvante du cải lương. Rejoignez-nous pour embarquer dans cette extraordinaire odyssée musicale où l'Orient rencontre Occident. Et l'histoire millénaire du Vietnam est recréée avec délicatesse et poésie à travers le point de vue d'un metteur en scène français d'origine vietnamienne. Dans le troisième acte de l'opéra de 3 heures, le dialogue entre le cải lương et l'opéra a duré près d'une demi-heure. L'opéra transporte le public en 1907, lorsque le roi Thanh Thái fut contraint d'abdiquer sous la pression française. Son fils Vĩnh San, alors âgé de seulement 8 ans, lui succéda. Le metteur en scène Olivier Denanhu a habilement conçu une scène minimaliste où les rythmes et les émotions de ces deux univers musicaux constratés convergent et se mélangent harmonieusement. Il y a des passages qui sont complètement inventés puisque évidemment on n'a pas accès à toutes les sources historiques. Les adieux de Thi Dinh à son fils le prince Vĩnh San, c'est complètement inventé dans une imprégnation de tragédie en fait qui est là très européenne pour moi. Mais cela est compensé finalement aussi par l'apport de la musique traditionnelle avec la musique cải lương qui intervient dans cet acte historique. L'opéra s'ouvre avec Antonin, un garçon français de 15 ans, entendant pour la première fois la voix de son grand-père. Cette voix est peu familière, venue d'un pays oublié, le Vietnam. Intrigué, Antonin se tourne vers sa grand-mère, Rosaline, et lui pose des questions sur ses racines et le pays où elle est née. En réponse, Rosaline raconte des légendes, des histoires et lui partage les valeurs culturelles millénaires du Vietnam. J'ai dû évidemment chercher aussi des éléments historiques pour comprendre l'histoire du Vietnam, le lien avec la France, l'histoire de la colonisation, mais aussi aller au-delà de tout ça pour découvrir l'histoire millénaire, 4 fois millénaire du Vietnam. Et donc, grâce à ça aussi découvrir les légendes, les contes, la poésie, la culture, les arts vietnamiens, qui ont été une source d'inspiration très importante dans cet opéra. L'opéra a été écrit et mis en scène à Ho Chi Minh Ville sur une période de 2 ans. Lors de la création de la pièce, le metteur en scène a employé un style combinant visuel, chorégraphie, dialogue et musique. Le chef d'orchestre français Benjamin Attahir a supervisé la production musicale pendant plus d'1 mois. J'ai essayé d'introduire de la musique traditionnelle vietnamienne dans cet opéra. Le Cải lương est un genre de musique apprécié des habitants du Sud. En l'apprenant, j'en ai appris davantage sur une nouvelle langue et j'ai essayé de la combiner en douceur avec la musique occidentale. L'opéra Paysage dans l'oubli est joué en 3 langues, anglais, français et vietnamien. Malgré le temps de pratique limité, les artistes n'ont pas rencontré de problèmes linguistiques importants. Cette pièce d'opéra implique des acteurs de France, de la République de Corée et du Vietnam. Nous avons eu des séances de formation très productives. Dans cet opéra, je dois parler en français. Le metteur en scène et d'autres artistes m'ont apporté une aide précieuse dans ma pratique. On a eu, notamment par Olivier Denin, notre librettiste et metteur en scène, énormément de pistes de travail et d'études de l'art, notamment cải lương, aussi de l'art vietnamien en général, notamment un petit peu d'histoire aussi de la peinture.
Le public local a ressenti un sentiment de fierté lorsqu'il a entendu pour la première fois l'artiste français chanter les paroles d'opéra du poème de Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà. La combinaison des scènes d'opéra avec les douces mélodies de Cải Lương les a émus jusqu'aux larmes et ils ont été touchés par le sort et le patriotisme du roi Thành Thái et du roi Duy Tân. Les performances sincères des artistes des deux pays ont suscité des émotions étranges, mais familières, différentes, mais appropriées, touchant finalement le cœur du public. C'est une merveilleuse combinaison qui met en valeur l'essence du Vietnam. En tant que jeune, je suis personnellement extrêmement fier de l'apport des artistes et du mélange des cultures vietnamiennes et françaises. Je me sens très émue de voir la culture et les instruments de musique vietnamiens et l'opéra français se combiner harmonieusement sur scène. À la recherche de souvenirs perdus, le personnage principal de l'opéra se lance dans un voyage qui s'étend sur des centaines d'années. À travers ce voyage, il découvre les événements historiques, les valeurs culturelles et découvre son origine. Paysage dans l'oubli est une peinture historique lyrique qui explore la relation entre une civilisation vietnamienne millénaire et la France. Cette œuvre est basée sur l'histoire vraie du metteur en scène Olivier Denan Hữu, dont la mère et la grand-mère sont vietnamiennes. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.